le Bauhaus et les femmes du Bauhaus, 1919-1933. En français, le Bauhaus signifie maison du bâtir ou maison de la construction. Et c'est une école fondée en 1919 par Walter Gropius à Weimar et dissoute à Berlin en 1933 par Mies van der Rohe sous la pression et la menace des nazis. Plus qu'une école, le Bauhaus est une aventure extraordinaire, unique dans l'histoire de l'architecture et des arts décoratifs. La République de Weimar. La période est terriblement agitée. Du 11 novembre 1918, défaite de l'Allemagne à l'accession au pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933, marquée par la soif de revanche après l'horreur de la Première Guerre mondiale et par l'antisémitisme, c'est une période extrêmement troublée. Pour les artistes, elle a tout d'abord représenté un immense espoir pour s'avérer en fait un échec tragique stigmatisé par la notion d'art dégénéré, invention absurde et machiavélique des nazis. Le mouvement de la nouvelle objectivité dont les figures sont Max Beckmann, Georg Gross ou Christian Schad, parmi d'ailleurs tant d'autres magnifiques artistes, en est l'illustration. Il sera détruit comme toutes les autres formes d'expression artistique, littérature, cinéma, musique, philosophie, par le régime nazi. De Max Beckmann, La nuit, 1918-1919. Il s'agit du symbole de la violence sociale allemande, une scène de torture froide et méthodique. Par Georg Gross, Berlin et ses désordres intérieurs, la compromission, le cynisme. Avec Christian Schad, une glaciale et inquiétante image de l'ambiguïté chaotique sous toutes ses formes. Avec le Bauhaus, la lumière pénètre les grandes baies d'une architecture rationnelle, légère, débarrassée des stucs et des fioritures historicistes. Le Bauhaus est une respiration, un enthousiasme incomparable, une libération faite d'expériences, d'une créativité tous azimuts et, pourrait-on dire, un exemple d'idéal réalisé. Nous ne le savons peut-être pas, mais aujourd'hui, 100 ans après la création de cette école, entre guillemets, nous vivons encore avec elle. Un exemple, un seul pour commencer. La chaise Seska de Marcel Breuer, conçue en 1928, est vendue aujourd'hui partout dans le monde. Il me semble qu'on pouvait la trouver encore chez Habitat il y a quelques années. Et un autre exemple encore, c'est toujours Marcel Breuer, qui est là devenu américain et qui a conçu en 1961 la station de ski de Flaine, et tant d'exemples encore. Il faut remarquer, c'est vrai, qu'au cours des années 1890 déjà, l'Allemagne s'engage en tant que nation industrielle dominante et les réflexions économiques nationales et culturelles s'assemblent pour former ce qu'on appelle le Deutscher Werkbund, qui devient la plus efficace association de l'art et de l'économie, et cela avant même la Première Guerre mondiale. Maison de la construction. Le Bauhaus est avant tout l'école de tous les savoirs, de toutes les libertés. Et c'est assez incroyable en cette époque d'après-guerre, car modernisme et réaction se font face et de manière extrêmement violente. La culture de Weimar n'est pas du tout unanime et d'un côté, les innovations sont nombreuses, dans tous les domaines d'ailleurs, scientifiques, aérodynamiques par exemple, en médecine, en mathématiques, en physique. Albert Einstein reçoit le prix Nobel en 1921. Il est encore allemand avant d'être considéré comme juif. Berlin devient capitale homosexuelle. Les femmes affichent leurs allures garçonnes, fument, votent, pilotent voitures et avions. Mais simultanément, la réaction gronde. L'aversion pour la République de Weimar et son ordre démocratique est à son comble. La culture politique est divisée et contradictoire. Les forces antilibérales et antidémocratiques auront pour conséquence de favoriser l'ascension d'Hitler et de son mouvement de masse national-socialiste. Au Bauhaus,
je cite, « Le but final de toute activité créatrice est la construction » et est évoquée ainsi la notion d'un art total, tous les arts étant contenus dans l'architecture fusionnant la vie et l'art. Une nouvelle construction de l'avenir selon Walter Gropius. L'enseignement repose sur le savoir-faire des artisans, la connaissance des matières et des matériaux et le savoir créatif des artistes. Et ça c'est une grande nouveauté. Les cours sont donnés par les maîtres artisans et par les maîtres de la forme, qui sont les artistes, à égalité. Les savoirs de toutes sortes sont rassemblés sans hiérarchie, alliant efficacité, technicité et liberté, inspiration, esthétisme et philosophie, réalisme et symbolisme. On y enseigne l'architecture, le travail du bois, le travail du métal, la peinture, la sculpture, mais aussi l'art textile, tissage, couture, le costume, la danse, le théâtre, la musique, la photographie, la reliure, la publicité. Et on y exerce, et là aussi c'est une nouveauté, on y exerce son corps et son esprit. On peut y être végétarien, on y médite. Professeurs et étudiants sont portés littéralement par l'enthousiasme. La joie règne dans les différents lieux où s'exercera l'enseignement, que ce soit à Weimar, à Dessau ou à Berlin. Dans la joie, malgré la grande misère, les difficultés de toutes sortes, le manque de matériel, de travail, la malnutrition, etc. On danse, on invente, on fabrique, on festoie. En gestation, l'art de la performance et l'art de ce qu'on nommera le design. L'un des principes fondamentaux de la création est qu'une forme réussie est une belle forme, eine gute Form, mais aussi une forme utile, adaptée. Donc, de la beauté naît l'efficacité, forme et fonction sont associées, comme l'art et la technologie. Pas de pittoresque, plus de superflu. Le principe est d'être juste en toute chose pour parvenir à créer une nouvelle culture, pour produire pour le plus grand nombre, le moins cher possible, d'où l'idée tout à fait nouvelle de la série, en ne perdant jamais de vue une création esthétiquement et rationnellement adaptée. Les professeurs sont exceptionnels. Citons Gropius, Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Laszlo Molinowicz, Marcel Breuer, Mies van der Rohe et j'en oublie. Johannes Itten est une figure à Weimar. Le voici photographié dans le costume de bure qu'il a lui-même dessiné. Il est très imprégné des philosophies ésotériques orientales. Il pratique le rite Mazdaznan, une gymnastique quotidienne, les exercices de respiration, le végétarisme, le jeûne. Il calligraphie et il enseigne les théories de la couleur avec Paul Klee, interprète les couleurs de l'aura, etc. À l'origine, Gropius a été surpris du nombre de jeunes filles qui se sont inscrites à l'école et il ne savait pas très bien où les placer dans les différents ateliers d'apprentissage. Souvent, elles furent dirigées vers les ateliers de tissage. C'est une technique assez féminine de tradition. Mais peu à peu, malgré un machisme certain, elles prirent une part beaucoup plus grande dans l'école, plus élargie à la création. Et l'histoire les a oubliées. Souvent, leur forte personnalité de jeunes femmes libérées de tous les carcans physiques, moraux et intellectuels ont été occultées par celles des hommes de l'école auprès desquels elles ont vécu ou travaillé. Au Bauhaus, elles découvrent ou développent leur créativité, mais aussi elles s'épanouissent, malgré de graves difficultés matérielles, dans la sensualité, dans le rejet des conventions et d'un ordre bureaucratique. Elles vivent dans la lumière, découvrent leur corps, chantent, dansent, jouent de la musique, sont d'extraordinaires inventeurs dans tous les domaines, menuiserie, métallerie, photographie, architecture. Il semblerait même que Gropius ait tenté de les éloigner non seulement de l'enseignement de l'architecture, mais aussi de la peinture et de la sculpture, au prétexte que les femmes ne pensent pas en 3 dimensions.
et que le travail du bois, la taille de la pierre sont des travaux trop lourds pour les femmes. Mais elles ont, entre guillemets, résisté et prouvé leur valeur, plus particulièrement d'ailleurs après le déménagement du Bauhaus à Dessau. Elles démontrent leur créativité dans l'atelier du textile, considérées comme artisanes plutôt qu'artistes, mais pas seulement. On a oublié par exemple le travail fondamental de Lucia Mooli, née en 1894 et décédée en 1989, son travail en matière de photographie, car longtemps on l'a attribué à son mari, Molly Notch, et Walter Gropius lui-même s'en est emparé. Je ne peux pas citer toutes ces femmes, mais en voici une autre, Gunther Stölzl, qui est née en 1897 et qui est morte en 1983. C'est la seule femme maître de l'école au Bauhaus. Figure de l'atelier du textile, elle invente de nouvelles techniques de tissage. Elle collabore très étroitement avec Marcel Breuer, cela on l'oublie. Ses créations en matière de tenture murale, de tapis, de tissus sont plutôt abstraites, jouant avec formes et couleurs. Les dessins préparatoires sont absolument somptueux. Alma Zydorf-Bucher, née en 1899 et décédée en 1944. En 1923, elle quitte l'atelier de tissage pour rejoindre l'atelier de taille du bois. C'est la seule femme dans cet univers masculin. Elle y trouve sa place avec une grande modestie en choisissant en fait de se dédier aux enfants. Un rôle qui traditionnellement convient aux femmes. Hitler définit le rôle des femmes dans la société allemande, les fameux 3 K. Kinder, Küche, Kirche, enfants, cuisine, église. Au Bauhaus, l'atmosphère n'est pas tout à fait la même, mais elle s'approche aussi de cette idée des femmes secondaires et marginales par rapport aux hommes. Aujourd'hui, l'une de ces créations est en vente dans un grand nombre de musées. On connaît l'objet et on ignore quel en est l'auteur. Cet objet, avec ses formes simplifiées, avec ses couleurs primaires et complémentaires, qui est vraiment une synthèse de l'esprit du Bauhaus. Marianne Brandt est née en 1893 et elle meurt en 1983. C'est peut-être la plus connue de ces femmes du Bauhaus. Lorsqu'elle arrive au Bauhaus, elle a déjà une solide formation artistique et elle s'intéresse rapidement à l'atelier métal. D'abord assez mal acceptée et mise à rude épreuve, elle s'impose peu à peu. Son parcours est constamment jalonné de difficultés. Sa carrière est brisée par le nazisme. Elle retrouve sa famille à Chemnitz après la guerre, Chemnitz devenu Karl-Marx-Stadt. Son travail reste tragiquement incompris en RDA. Sa théière, pourtant, est universellement connue, cette fameuse théière MT49 qu'elle a créée en 1924. Elle est conçue à partir des formes géométriques élémentaires et là, fonction et forme s'associent. Elle contient un filtre intégré, un embout anti-écoulement, l'anse est en ébène pour éviter les brûlures. C'est une association de courbes et demi-courbes renforcées par la ligne droite entre horizontalité et verticalité, post-cubiste, sans oublier malgré tout des références à la Chine. Elle est d'abord façonnée à la main, c'est un prototype qui est destiné à la production en série. Triste paradoxe de ces objets qui aujourd'hui sont quasiment des objets de collection. L'édition de cette théière en argent vaut aujourd'hui 8 900 €. Une autre création de Marianne Brandt, la lampe Camden numéro 756, qui est conçue avec In Bredendijk en 1928 et là aussi qui est pratiquement exemplaire de la philosophie du Bauhaus, efficacité, simplicité, reproductibilité. La structure est en métal, le socle en verre et le bouton poussoir. Ça, c'est une invention. On ne connaît pratiquement pas ses œuvres photographiques, ses découpages-montages qui sont très expressifs,
très critique et tout à fait dans la lignée dadaïste. Une autre femme extraordinaire qui est Anneliese Fleischmann, qui est plus connue sous son nom d'épouse Annie Albers. Elle est née en 1899 et meurt en 1994. Femme d'artiste, artiste elle-même. Arrivant au Bauhaus issue d'une famille juive aisée et cultivée, elle suit les cours de couleur de Paul Klee, puis ceux de Georg Musche et de Johannes Itten. Elle est contrainte de rejoindre l'atelier de tissage, comme la plupart des élèves femmes. Mais constamment, elle expérimente toutes sortes de techniques et met au point de nouveaux types de tissage, de nouvelles matières. Son départ forcé pour les États-Unis en compagnie de son mari, Joseph Albers, en 1933, lui permettra d'enseigner son savoir et de développer ses recherches. Elle est reconnue aujourd'hui comme artiste fondatrice dans l'histoire du design. Américaine, elle était née allemande. Une autre femme aussi extraordinaire qui est Lili Reich, née en 1885 et morte en 1947. Designer et architecte, là aussi une personnalité pratiquement oubliée et méconnue. Elle a fondé sa propre agence déjà en 1914. En 1920, elle est à la tête du Deutscher Werkbund. Elle rencontre Mies van der Rohe en 1926. Ils vont travailler en étroite collaboration, une collaboration affective et professionnelle pendant 12 ans, jusqu'au départ de Mies van der Rohe pour les États-Unis. Le fameux pavillon allemand de l'Exposition universelle de Barcelone en 1929 est une œuvre attribuée au seul Mies van der Rohe, encore aujourd'hui, alors qu'il est le fruit de leur association. C'est une audacieuse construction absolument extraordinaire à la géométrie épurée et tout à fait emblématique de l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Mies van der Rohe a d'ailleurs exporté aux États-Unis avec un immense succès ce type d'habitation posée ainsi très simplement dans le paysage sur un gazon en hauteur d'une colline. Marguerite Friedländer Wildenhain. Elle est céramiste. Elle naît en 1896 et décède en 1985. Elle commence ses études au Bauhaus en 1921 avec Johannes Itten, ayant déjà une très solide culture artistique. Contrainte de fuir l'Allemagne nazie, elle s'installe d'abord aux Pays-Bas, puis ensuite aux États-Unis. Elle se joint à une fameuse communauté d'artistes, Pound Farm, en Californie, y exerce son art de la céramique et y développe un enseignement exceptionnel fondé sur la recherche de cette fameuse belle forme qui allie l'utile à l'esthétique. Les artistes femmes issues du Bauhaus étaient nombreuses. Certaines d'entre elles furent assassinées dans les camps de concentration nazis. D'autres, restées en Allemagne, survécurent douloureusement à la guerre, comme Marianne Brandt, méconnue et incomprise. Un grand nombre émigrèrent en Suisse, en Hollande, en France, en Palestine, etc., à Mexico, mais particulièrement aux États-Unis. Et elles ont semé des idées avant-gardistes, ces idées du Bauhaus, dans le monde entier pratiquement, et au même titre que les artistes hommes célèbres aujourd'hui, Gropius, Albers, Laszlo Molinocq ou Mies van der Rohe. Artistes et enseignantes, elles ont, plutôt que combattu, en fait, elles ont résisté à titre personnel et dans la volonté et la passion pour leur art à la domination masculine. Notre époque les découvre, mais je crois, il me semble que Knoll oublie encore aujourd'hui d'ajouter le nom de Lili Reich à celui de Mies van der Rohe quant à la création de la célèbre chaise Barcelona.